Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de la semaine qui m'a été inspiré d'une conversation que j'ai eue. Mais je pense qu'en fait, c'est assez général, surtout en cette période où le pouvoir d'achat diminue grandement quand même. Je pense que n'importe quelle classe sociale est touchée quand même par la baisse du pouvoir d'achat. Et pour vous remettre un petit peu de contexte, pardon, c'est une conversation que j'ai eue avec des amis qui ont la trentaine passée, bon, qui sont déjà bien actifs professionnellement, etc. Juste récemment, ils ont eu un enfant et du coup, il y a un salaire, ma copine a arrêté de travailler pour s'occuper de son bébé. Et on parlait de gestion de budget et lui, il m'expliquait qu'en fait, pour lui, c'était très dur de gérer le budget et de dépendre que d'un seul salaire. En gros, qu'il se sentait très bridé sur un seul salaire qui est quand même correct vu qu'il est cadre, en fait, tout simplement. Et du coup, ça m'a un peu inspiré le sujet du jour parce qu'avec Julien, je pense qu'on est un peu des zinzins du budget. Bon, pas que je suis comptable déjà, mais c'est vrai qu'on a toujours quand même dans notre vie financière accordé, enfin en tout cas avoir des principes de base de gestion de budget qu'on aimerait vous partager aujourd'hui. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'en plus, ce qui est intéressant, parce que je laissais vraiment Marie faire l'intro, j'ai souvent le problématique de te couper en permanence. C'est vrai, mais ouais. Donc là, je t'ai laissé développer et tu vois, typiquement, genre, c'est vrai qu'on est des zinzins, mais pas forcément comme les gens vont le penser, parce que, par exemple, j'ai déjà On n'est vu, pas des pinces, c'est pas si c'est peut-être le raccourci que tu voulais dire du non, coup. c'était même pas par rapport à ça que j'allais le Ah, dire, c'est que, par exemple, typiquement, on n'a jamais fait de tableau de suivi de budget. Je sais que je connais pas mal de monde qui le fait et justement, le terme zinzin, ça peut penser en mode on suit hyper bien nos dépenses, mais non, justement, à l'inverse, on ne les suit. Alors, je vais pas dire qu'on ne les suit pas, mais plutôt l'idée de vous faire passer dans cet épisode, c'est plutôt que nos conseils de bonne gestion, quand vous arrivez à prendre l'habitude de les utiliser, en fait, le gestion de budget devient quasi, inné. alors Ouais. inné, faut pas exagérer, inné, c'est-à-dire que tu l'as à la naissance, mais je veux dire, elle est Non mais c'est acquise. automatique quoi, voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as plus besoin de te poser la question. Et c'est vrai que entre guillemets, on n'a jamais fait, pourtant, enfin, moi particulièrement, je dois reconnaître, j'aime bien les tableaux Excel de suivi de choses, de loyer, de trucs. Enfin, on est un peu obligé, hein, sinon, de toute façon, quand vous êtes à votre compte, vous êtes investisseur, faut bien suivre ce que vous faites, sinon vous savez jamais où vous en êtes. Mais par exemple, sur nos dépenses perso, on ne les suit pas. Mais pour autant, on a une idée assez précise de ce qu'on Mmh. dépense tous les mois. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de les suivre? Parce que comme on a des bons principes de gestion de budget, on sait qu'il n'y a jamais de dépenses parasites qui vont y aller, et qu'en général, pour être totalement transparent, par exemple, sur le compte principal de nos dépenses, je sais pas, peut-être une fois par mois, je vais faire un petit check de ce qui est passé dans le mois, mais je compte même pas, en fait, je regarde juste les intitulés de ce qui est passé. Et s'il y a un truc qui sort de l'ordinaire, typiquement, par exemple, on reparlera plus tard des abonnements. Si je me rends compte qu'en fait il y a un abonnement, par exemple, à une époque on avait pris un abonnement CapCut, bon, qu'aujourd'hui on l'a rebasculé sur la société, mais à l'époque on l'avait pris parce que on voulait faire des trucs pour le podcast sur Insta et finalement on avait arrêté. J'ai dit à Marie, mais écoute, CapCut c'est quand même 8 balles par mois, c'est rien qu'on paye 8 balles par mois si on l'utilise pas. Mmh. Ça, hormis ces petites optimisations là qu'on va peut-être pouvoir voir, c'est vrai que tout le reste, vu qu'on a une bonne gestion de base, on se prend pas la tête de compter exactement qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre de ce compte, parce qu'en fait on en a pas besoin, parce qu'on sait que tout ce qui va sortir est justifié en fait. Et malheureusement, oui, si les dépenses augmentent un peu, la plupart du temps c'est qu'on va être comme vous, confronté à l'inflation qui est stratosphérique, hein. Honnêtement, pendant que tu faisais l'intro, j'étais en train de réfléchir un peu dans ma tête et de me dire qu'en fait en 10 ans, je pense que si tu prends les courses et le carburant, tout a pris 100% d'inflation. Ouais. Et c'est marrant parce que t'as aucun institut INSEE ou n'importe quel truc financé ou sponsorisé par l'État qui va être honnête avec toi, mais tout simplement, je pense que, enfin, vous êtes pas dupes, vous vous rendez compte, là l'essence elle est à 2 euros et quelques. En vrai, il y a 10 ans en arrière, elle était à 1,20 € ou 1,30 €. Alors oui, des fois ça remonte un peu à 1,50 €, mais globalement aujourd'hui on s'est profondément mis dans une essence qui coûte minimum 1,80 € le litre. Pareil, la nourriture, enfin je veux dire, il y a des trucs vraiment, on les a achetés 2 fois moins cher il y a 10 ans, quoi. Et personne va te dire que ça a pris une inflation forte, alors que la réalité c'est que tu le payes 2 fois plus cher, Si, c'est que ça a pris 100% en 10 ans, quoi. c'est ça. Donc faudrait faire l'annualisation d'inflation, mais globalement vous êtes à peu près à 10%, quoi, C'est ça. si je le divise par 10, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez abusé. Donc c'est pour ça qu'on veut refaire un peu un épisode là-dessus, parce que on sait que beaucoup d'entre vous, globalement, êtes soit dans vos premiers investissements, ou alors vous posez encore la question d'investir, ou en tout cas peut-être, c'est normal, hein, si vous écoutez un podcast d'investissement où on parle d'argent, on parle de finances personnelles, la question du budget revient. C'est vrai que c'est des thématiques pour le coup qu'on n'aborde pas régulièrement avec Marie. On s'est dit que c'était un peu l'occasion d'en reparler dans cet épisode.
C'est ça. Déjà pour remettre un peu de contexte, bon, faut savoir que nous, on a commencé notre vie active, je pense 2 mois après, il y a il y a eu le covid. Donc ça a été, douloureux, pour nous, mais d'un point de vue financier, c'est je pense, la période où on a mis le plus d'argent de côté. On a coffré comme rarement. C'est ça. Sachant qu'on était alternants, on reviendra là-dessus, mais franchement, les alternants coffrés, parce que vous auriez difficilement d'autres périodes dans votre vie, vous pourrez autant coffrer qu'en C'est alternance. ça. Je pense que du coup, on va faire, une première partie sur ceux qui démarrent leur, vie active et une deuxième sur ceux qui ont déjà la vie active, bien avancée, parce qu'en fait, on a des exemples de conseils pour les 2. Déjà pour ceux qui démarrent leur vie active, nous, ce qu'on avait fait avec Julien, et je pense que c'était une très bonne décision avec, bientôt 10 ans de recul, c'est que, en fait, on avait gardé nos rythmes d'étudiants. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, jusqu'en 2023, je roulais encore en Kia Picanto. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, je vous laisse chercher sur Google. Un pot de yaourt. Mais elle me coûtait pas cher, le plein c'était 40 € à l'époque, l'entretien c'était rien du tout, tu vois, elle était, T'as rien d'assurance. elle coûtait rien d'assurance, elle était très moche et elle avait pas de puissance, mais bah, c'était ma voiture d'étudiante et du coup je l'ai tirée, le max que j'ai pu pour, Par contre, même les vitres étaient pas électriques, hein. J'avais l'impression que c'était elle une était calèche, le elle bordel. est Quand de temps en temps j'allais faire un tour en voiture avec elle, je lui demandais s'il fallait lui donner un bout de pain à l'âne qui nous tirait ou elle si était elle lui avait déjà donné une carotte avant qu'on parte, elle quoi. était pas centralisée, donc je vous laisse imaginer. Bien évidemment, j'ai plusieurs fois enfermé les clés à l'intérieur. C'est d'autres histoires, mais bon, pour vous donner un peu une idée de, bah, en fait, bah, c'était une voiture qui m'avait, coûté, je crois, 3 000 €. Alors, Heu, vendu 2009, je crois. hein, ouais, quasiment le même prix. Je crois que j'avais perdu 300 €, Ouais, alors que je c'est lui ça. avais foutu 50 000 kilomètres, dans les pattes. Mais bon, ça, c'était le premier truc, c'est qu'en fait, et même Julien n'a jamais, je me rappelle au début qu'on était ensemble, tu avais une 206. Ouais, Et après, t'es passé sur la Golf, qu'on a toujours actuellement. Et ce que t'avais fait pour la Golf, c'est que tu l'avais passé à l'éthanol. ouais, tout Et à ça, fait. c'est une très bonne astuce, je pense, pour ceux qui Bah, là, veulent pas surtout en payer ce 2 moment. € de gazole, si tu veux, hein. Bah ouais, bah alors après, là en ce moment, faudra voir parce qu'avec la guerre en Iran, je t'avoue que les pénuries, j'ai vu qu'il y avait certaines stations-service qui étaient déjà en rade. Si tu veux, là, je me vois comme un visionnaire d'être passé à l'électrique. Mais c'est vrai que entre guillemets, Ça a été royal. en, Payer en- 30 € son plein d'essence, c'est quand même royal. ouais, exactement. Je me souviens, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Un jour, une fois, à un Carrefour Contact, il y avait une station essence. J'ai réussi à faire mon plein avec un éthanol à 49 centimes le litre. C'était un peu après le Covid. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que ce plaisir où tu vois les litres défiler avec vraiment genre beaucoup plus vite que les euros et tu te retrouves avec genre je sais plus mon plein dans la Golf c'est genre 48 litres un truc comme ça et ça m'avait coûté 24 €, j'étais au max. Ouais, et ça, Genre c'était limite, je faisais pas des tours de rond-point pour vider le réservoir et retourner le remplir, tu vois, tellement c'était satisfaisant. Non mais vraiment, là l'éthanol en ce moment, vous l'avez entre allez il est à 70 et 80 centimes, ouais. ça reste beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui se posent la question, parce que c'est vrai que moi à l'époque j'avais fait plein de recherches sur internet, il y a des gens qui vont dire ouais, en fait, ça abîme le moteur parce qu'il y a de la corrosion. Vous avez toujours les gens turbo des Rien du forums tout. auto.com qui vous disent ça. 280 000 kilomètres, elle est toujours là. Ouais, je lui ai mis, c'est exactement, je pense que je lui ai mis 150 000 bornes quasiment en éthanol. Elle a strictement aucun problème enfin, là, elle commence à avoir Pas des petits problèmes d'usure, mais je veux dire, aucun rapport en tout cas avec ouais. le carburant. La seule chose que vous allez avoir, c'est que déjà, quand vous mettez de l'éthanol, faites une vraie reprog, mettez pas un boîtier. En fait, les boîtiers, ça va pour le coup un peu abîmer la voiture parce que ça va leurrer l'ordinateur qui calcule tout simplement la quantité de carburant injecté pour faire croire qu'il fait super froid alors que c'est pas le cas, donc c'est pas terrible. Par contre, une vraie reprog ou entre guillemets juste vous apprenez à vos injecteurs à se servir de ce carburant là, bon, il faut que ce soit un électromécanicien qui vous le fasse, mais bon, ça m'avait coûté 400 balles au blague, donc c'est pas non plus très cher. Vous l'amortissez en moins d'1 an. Et sinon, en termes de mécanique, le seul truc, c'est que vous allez user vos bougies un peu plus vite. Oui. Et bien évidemment, ça se fait sur un véhicule essence. Hein, si vous y connaissez vraiment rien en mécanique et que vous roulez en diesel, juste changez déjà votre diesel Ouais, pour changer, commencer. Et puis après sinon, ouais, ça se fait on lui uniquement met sur un le véhicule petit on essence. lui met un peu de lubrifiant pour, L'hiver, oui. l'hiver, ouais, pour pas que en plus, nous, on est dans le sud, donc c'est pour éviter qu'elle tout saute, mais ça, c'était une très bonne astuce. Pareil, du coup, je me rappelle, on avait un appartement, alors c'était 40 m², j'avoue qu'à la fin, on était un peu à l'étroit, mais en réalité,
c'était cet appart nous coûtait, au début quand on était alternants, il nous coûtait je pense 200 balles chacun, un truc comme ça. Mais moins que ça, parce qu'en fait, c'est pour ça que je faisais tout à l'heure la vanne sur les alternants qui peuvent mettre max d'argent de côté, parce que peut-être si vous êtes alternant et que vous avez ou étudiant, c'est l'impression de vous serrer la ceinture. En fait, c'est normal, comme t'as l'habitude quand t'es étudiant de te serrer la ceinture. Moi perso, en alternance, je prenais un salaire à 1000. Il était en banque, je devais être à il était en 1006, un banque. truc comme ça. Ouais. Sachant que du coup, c'était 1006 où il y avait 0 impôt, full exonéré. Ouais. En même temps, ça ouvrait full le droit à prime d'activité plus Et APL. ouais. Autant vous dire qu'en fait, on se logeait quasiment pour 0. Donc, avec un rythme d'étudiant où tu essaies de dépenser, je sais pas moi, genre 700, 800 balles par mois, globalement, tu mets 50% de ton salaire de côté, quoi. C'est ça. Et quand on est passé en CDI, on n'a pas du tout changé d'appart. Déjà, c'est tendu sur Montpellier pour trouver un appart. Bon, en fait, au final, on s'était dit, allez, effectivement, on aurait peut-être aimé une chambre de plus ou quoi, mais au final, ça nous coûtait tellement rien et ça nous permettait de mettre vraiment de l'argent de côté que ça valait le coup. Et je pense que, en vrai, tenez le max que vous pouvez dans un appart qui vous coûte pas grand-chose. Après, tu vois, c'était 40 C'est mètres vrai. carrés, hein, c'était pas une cage Et à on a lapin. tenu dans cet appartement-là 4 mois avant la création du podcast, pour vous remettre un peu le contexte. Oui, c'est vrai, en plus. Ouais, Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. il y avait pas la clim. Ça, pour le coup, on avait souffert l'été, hein. Il y avait pas la clim. Autre astuce, ne faites pas comme vos collègues, parce que ça, je l'ai toujours vu quand on travaillait encore en CDI, d'aller chercher le manger au camion à frites, là, la baraque à frites en bas du... Ça vous coûte 25 balles pour un sandwich et une boisson. Ouais. Nous, ce qu'on faisait aussi quand on était étudiants, c'est qu'en fait, on préparait à l'avance les plats et on mangeait du coup les gamelles, quoi, le midi. Et ça, en vrai, c'est aussi moins de... Je te jure, avec tes expressions, des fois, j'ai l'impression. T'appelles pas ça une gamelle? Vas-y, c'est une gamelle. C'est un tupper. Un Tupperware, pardon. Un Tupperware. Alors, vous avez Mamie Marie qui va vous donner une bonne recette de gâteau à la fin de cet épisode. On va vraiment rester jusqu'au bout. Non, mais c'était pas une giga astuce en vrai, parce que du coup, ça évitait de vouloir aller chercher ailleurs, enfin de vouloir prendre à emporter, etc. Et pareil, le soir, je me débrouillais pour qu'on ait toujours soit des pâtes, soit du riz sous la main, de la viande de cuite. Et en fait, il y avait juste à mettre dans l'assiette et c'est prêt. Et ça, je vous le recommande grandement. On passe aussi peut-être sur tous les conseils de arrêter les jeux en ligne, enfin le pari sportif, Ouais, parce les que là, clopes. tu vas te mettre tous les gamers ados et Non, je serai pardon. avec eux, tu vois. Non, quand elle dit jeu en ligne, c'est jeu d'argent. Les paris, ouais, Jeu voilà, d'argent en jeux en ligne ligne. ou en casino, c'est pareil, hein, globalement. Mettez pas de thunes là-dedans. Je pense que la dernière fois, je suis tombé sur c'est vraiment des réels putaclic, hein, mais c'est Yomi Denzel, il faisait une tier list des plus grosses habitudes de pauvres et il avait classé en S tier d'habitudes de pauvres le fait d'aller dépenser son argent dans des casinos, des trucs comme ça. Et pour le coup, je suis full d'accord avec lui parce que c'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. Le jour où vous êtes un boomer pété de thunes et que vous pouvez vous permettre de claquer votre oseille, allez-y. Mais sinon, entre-temps, si vous en avez besoin, le mettez pas dans les casinos parce que vous serez toujours perdant. Sinon, s'il y a des gens qui gagnent de l'argent au casino, les casinos n'existeraient plus. Ouais, exactement. Et pareil, du coup, parce que pour revenir de la conversation que j'ai eue du coup avec nos potes, la vérité, c'est qu'ils consomment quand même pas mal d'alcool, hein. C'est sûr que quand vous allez boire l'apéro chez eux, vous avez l'embarras du choix. La vérité, c'est que l'alcool, ça coûte super cher, c'est pas très bon pour la santé. Prenez un verre au restaurant ou quand vous êtes invité ou quoi, mais jamais en semaine, en gros pour se détendre ou je ne sais quoi. Non, franchement, ça c'est non. Pas vous culpabiliser, mais on est alcoolique à partir de 3 verres par semaine. C'est tout. C'est ma stat. Non, c'est vrai qu'avec Marie, on consomme quasiment zéro alcool. C'est un peu notre mode de vie, qu'on n'aime pas trop ça. Mais entre guillemets, on vous dit pas de pas avoir de plaisir. Juste réfléchissez toujours où sont vos priorités. Et entre guillemets, des fois, il y a des habitudes qu'on peut avoir, qu'on peut penser normales et qui en fait ne le sont pas. C'est pas parce que les autres le font que forcément vous devez le faire aussi. Et en fait, voyez toujours entre guillemets la ressource que vous devez mettre la ressource financière que vous devez mettre dans une dépense. Est-ce qu'elle est utile pour vous? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Et c'est vrai qu'entre guillemets, là par exemple, on s'adresse potentiellement à un public qui voudrait vraiment faire des économies. Entre guillemets, est-ce que vous avez vraiment besoin de fumer? Est-ce que vous avez vraiment besoin de boire? Entre guillemets, pour moi, je pense pas que c'est des choses qui vous rendent heureux, sincèrement. Entre guillemets, je préfère autant que vous mettiez de la thune plaisir dans le fait d'aller faire des restos, le fait d'aller faire des activités, d'aller au cinéma ou quoi que ce soit, et pas de mettre de l'argent dans de l'alcool ou de la clope qui en soi vous nique la santé, vous rend moins efficient quotidiennement, vous perturbe le sommeil et fait que à la fin des fins, en fait, vous restez dans le boomer dream, quoi. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que j'allais
D'ailleurs, ça me fait Oui, juste ça me fait une vas-y. mini parenthèse, mais moi j'avais vu ça, je pense que ça doit être sur Insta que j'avais dû voir ça, c'était comparaison de la consommation d'alcool entre genre, notre génération et Oui, genre celle 2 d'avant. générations en arrière, Bah oui, mais vraiment j'étais choqué. Les c'est la quoi mes grands-parents, ils tous, hein, ils ont ah tous bu à mais des vraiment genre, c'est stratosphérique, hein. je crois qu'en termes de litres de vin, moi j'avais fait le calcul par semaine et c'était par personne, hein, donc ça veut dire que ça comptait les gens qui buvaient pas, hein, Mmh. et par personne en moyenne, on était mais genre un truc genre, quasiment, genre, 2 litres et demi de vin par semaine et il y avait encore de la bière, il y avait les alcools forts, il y avait le cidre. Moi honnêtement, je pense que si je suis, sans exagérer, si je suis genre à je sais pas moi, à 10 verres de vin par an, c'est le bout du monde, hein. C'est ça. Donc bon voilà, bref, c'est vrai que notre génération boit quand même moins, mais voilà, pensez toujours que ça a pas grand intérêt pour vous et qu'encore une fois, si vous écoutez de podcast, je pense que vous faites partie des gens qui veulent avancer, qui veulent pas en gros, attendre que, Macron ou le futur sbire, qui occupera, le palais de l'Élysée, décide pour vous, ce qui est bien ou pas. C'est en fait, c'est à vous de réfléchir, de prendre ces choses-là en main et vraiment ouais, typiquement les dépenses, type, clope, alcool, jeux en ligne, ça a pas grand intérêt. Truc qu'on n'a pas pu faire, mais que si on avait pu, on l'aurait fait, et nous, on avait des métiers qui s'y prêtaient. Si vous pouvez travailler habiter en frontière et travailler en Suisse ou au Luxembourg, moi, en vrai, à votre place, je le ferais. Oui, Parce que, par exemple, j'ai mon pote, Cyril. Cyril, si tu passes par là, je te ferai beaucoup. on l'embrasse. On l'embrasse. Bisette. Cyril, il a, je pense, quadruplé son salaire en Suisse. Ouais, mais Et c'est il habite en frontière, donc du coup, le logement lui coûte moins cher. Alors après, il y a les conventions Suisse-France où tu payes de l'impôt quand même. Mais franchement, le pouvoir d'achat qu'il prend par rapport à s'il était resté auditeur en France, c'est un truc de fou. Et pareil pour ceux qui sont au Luxembourg, si vous êtes dans ces régions-là, moi à votre place je le ferais. Nous on pouvait pas le faire parce qu'en fait on avait déjà de l'immobilier quand on s'est mis ensemble et qu'on a démarré notre vie active. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. bah, vous aurez en plus un salaire suisse avec un gros effet de levier. Et c'est vrai que par exemple, pour pousser cette réflexion qu'on a déjà eu ensemble avec Marie, mais je pense pas qu'on l'ait déjà eu un jour sur ce podcast. Globalement aujourd'hui, bah nous, par rapport à notre âge, ça fait genre 10 ans qu'on a eu le bac. Nous, ça fait genre quoi du coup, bah 6-7 ans qu'on a fini nos études et qu'on taffe. Mm. La plupart de nos amis également. Ouais, je pense en Ou au moyenne. moins 50, tu vois, voire Ouais, des fois moins un peu 5 ans, plus. ouais. Et forcément, dans nos amis, on a globalement un tiers, un tiers, un tiers entre ceux qui sont restés bah, là où on vit à Montpellier, ceux qui sont partis vivre en région parisienne et ceux qui sont partis à l'étranger et majoritairement en Suisse. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'en général, la région parisienne, c'est jamais intéressant. C'est vrai que vous allez être un petit peu plus payé en région parisienne, sauf que bah, le coût de la vie et principalement le logement est plus élevé et vient manger ce que vous gagnez en plus, sachant que si vraiment vous avez des grosses rémunérations en région parisienne, bah en fait l'État français se servira allègrement sur vous. Donc entre guillemets, malheureusement nos amis qui sont à Paris, qui ont des gros postes aujourd'hui, peut-être des carrières qui peuvent apparaître prometteuses, etc. En général, ils payent quand même cette rémunération-là qu'ils ont par bah, la qualité de vie qui est pas forcément top ou pas forcément qui correspond à ce que eux voudraient. Et surtout, en réalité, c'est qu'on les a comparés, challengés par rapport à nos amis qui vivent en Suisse. Et en vrai, il y a pas photo que ce soit suisse, vivre en Suisse directement ou être frontalier, c'est quasiment pareil. En général, bon, les frontaliers vont avoir l'inconvénient de faire les trajets, mais ils auront un logement moins cher. Mm. Même ceux qui se logent en Suisse, les loyers en Suisse sont très élevés, hein. On est x2, x3 par rapport à la France, sauf que les payes étant en x3, x4, entre guillemets, vous serez toujours gagnant, sans oublier que dans la plupart des cas, en fonction des cantons où vous êtes, la fiscalité sera aussi plus intéressante pour vous. Donc au final, si par exemple, bah là, on s'adresse à un jeune diplômé ou quelqu'un qui finit ses études, qui se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je travaille à Paris, en Suisse ou quoi, pose pas de questions, va en Suisse, nous c'est ce qu'on voit. C'est peut-être pas vrai il y a 10 ans, encore une fois, je vous avoue que là, cette réflexion-là, je l'ai menée récemment. Il y a 10 ans, c'est peut-être différent, parce qu'il y a Oui. peut-être une moins grosse différence de paye entre la Suisse et la France. La réalité, c'est que la France, elle stagne économiquement. Tout devient cher. La Suisse est un pays très cher, sauf que bah, leur niveau de rémunération, Ouais, c'est pas la même, quoi. moi ma sœur, on l'a vu la semaine dernière, elle est infirmière en Suisse, elle gagne, elle nous a dit 4 quoi, 000 4000 elle pour travailler 20 heures semaine, ouais, je crois qu'elle travaille 3 jours infirmière. et demi, ouais. Enfin, je veux dire, vous avez des infirmières en France qui travaillent malheureusement 45 heures semaine et qui font la moitié de ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, posez-vous les bonnes questions. La réalité, c'est qu'en allant à Paris, oui, vous allez gagner un peu plus, mais
pour moi, à la fin des fins, il vous restera pas beaucoup plus dans la poche. Alors que pour le coup, si vraiment vous êtes prêt à vous déplacer de là où vous vivez, de sortir de votre zone de confort pour augmenter votre paye, allez à l'étranger. Ouais, après, je pense que ça dépend aussi quelle carrière vous voulez mener, quel métier enfin, quelles études, quel métier vous faites, tu vois. Mais du coup, pour revenir à ce conseil-là, et je pense que celui-là, il va aussi avec ceux qui ont déjà bien avancé dans leur train de vie et dans leur vie pro. Si vous pouvez viser qu'une grosse métropole, à votre place, je le ferai. Parce que nous, par exemple, on a été coincés à Montpellier vu que Julien travaillait à la caisse régionale et qui est forcément à Montpellier. En fait, t'avais pas le choix où il fallait attendre une mutation pour qu'on aille dans une plus petite ville. Et bah, la vérité, c'est quand même, quand on voit, même dans le sud, donc nous, c'est quand même assez cher au terme de prix au mètre carré, bah, à 40 minutes de Montpellier, il y a des villes qui sont largement abordables, où on peut avoir des logements plus grands, une meilleure qualité de vie. Et ça, je vous le recommande aussi, c'est de pas rester dans les métropoles. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver souvent dans les grandes villes, là où on vous dit que l'immobilier n'est pas rentable, c'est souvent là aussi où les loyers sont assez élevés, Mmh. même si les prix d'achat sont souvent beaucoup plus élevés que les loyers dans tous les cas, entre guillemets. Si vous vous retrouvez justement à devoir bosser et à louer votre T2 800 balles, alors qu'au final, vous pourriez avoir la même paye et pour 800 € avoir une maison, ou tout simplement, si vous avez juste besoin d'un T2, le payer 500 balles, naturellement, c'est ça que vous mettez en plus de côté tous les mois, c'est ça qui vous sert soit à augmenter votre train de vie, soit à l'épargner, soit à l'investir. Donc entre guillemets, effectivement, ça c'est un vrai conseil aussi. Si vous avez la possibilité, tout le monde peut peut-être pas le faire comme tu dis en fonction de là où on bosse et tout simplement de ses aspirations professionnelles, mais ça peut être aussi une bonne solution. Je pense, ouais. Et peut-être que d'ailleurs, c'est quand vous partez dans des plus petites villes où je pense qu'il y a moyen d'investir en sa RP et d'avoir une RP qui coûte moins cher Tout à qu'un fait, loyer. tout Et à fait. ça, en vrai, c'est quand même royal parce que vous avez la plus-value à la fin. Alors, franchement, vous récupérez entre 50 et 150 000 euros sur votre RP, vous êtes des princes, quoi. Donc, ça, je pense qu'en vrai, ça vaut aussi pour ceux qui aimeraient, du coup, enfin, améliorer leur budget malgré des gros trains de vie. On va peut-être basculer sur eux directement parce que là, je pense qu'on a fait le tour pour ceux qui démarrent leur vie active. Franchement, appliquez ces conseils, vous serez les boss. Tout à fait. Dans un an, vous avez 40 000 balles sur les comptes. Hem, pour ceux qui sont déjà avancés dans leur vie, j'entends avancer dans leur vie, c'est déjà ça veut dire, bah, maison achetée, enfant, je sais pas du coup, Non, ça dépend des cas, mais là, ouais, je on va pense que dire ça qu'on dépend, s'adresse mais plutôt en général aux gens qui ont sorti cette première phase de tes peut-être 2-3 premières années professionnelles. Tu es plus ou moins installé, tu as peut-être moins de mou aussi parce que c'est plus compliqué de déménager, ouais, ou juste t'as pas réfléchi quand t'as eu ton premier salaire, bah, en fait, tu t'es dit: «Bah, vas-y, je vais déménager dans plus grand, je vais prendre une voiture parce que, bah, confort quoi», au bout d'un tous moment, mes collègues en ont une. ouais, voilà, exactement. Bah, c'est vrai que, bon, c'est déjà un peu plus compliqué, mais pas infaisable de faire des économies, je pense. Oui, déjà, moi, je voudrais rappeler les notions de bonne De gestion d'un budget, et ça, vraiment, quand on les a en tête, ça change beaucoup de choses. Globalement, votre logement, vous devez pas mettre, en général, plus de 25 de votre rémunération dedans. mmh, Ça paraît peu parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui mettent, 1/3, voire parfois plus d'1/3, ouais, la moitié. dans leur loyer ou dans leur crédit maison, mais en soi, vous devez mettre 25 maximum. Donc là, je vous parle même pas en termes de taux d'endettement, je vous parle même en termes de ce que ça vous coûte. Donc en théorie, c'est, y compris, si vous êtes propriétaire, mensualité de crédit, charges, entretien, si vous et taxes foncières aussi notamment. Bien sûr, ouais. Donc en fait, on se rend vite compte que, quand on a ce calcul-là en tête, souvent le logement qu'on veut, en fait, dans une logique de bonne gestion, il est pas accessible ou en tout cas pas pour l'instant. Enfin pas en tout cas si vous avez des grandes ambitions en termes d'investissement et que vous voulez rester entre guillemets dans une logique en termes de, ne pas, faire dépendre, toutes vos dépenses, de principalement vous loger. Pareil sur le véhicule, votre véhicule doit pas vous coûter mensuellement plus de 10 de vos revenus et ça c'est et là Alors je encore une fois, c'est crédit, entretien, essence, et plus ou moins tous les autres frais que vous pouvez avoir à côté. Donc là, vraiment, on se rend compte à quel point, pour la plupart des gens, souvent le véhicule, ça va être là encore 20-25 des revenus quand je vois facilement. des LOA passer parce qu'avant du coup j'étais comptable et c'est le genre de truc que je voyais passer, mais moi j'ai de la peine pour eux parce qu'en fait ils se mettent le couteau à la gorge. Le LOA c'est très très cher et je pense qu'il y a peu de personnes au final qui ont les moyens de se payer un LOA. En gros, je pense que nous on part du principe que le LOA vous pouvez vous le permettre si il y a quelque chose qui le finance derrière. Vous avez un actif qui peut
le financer. Tu vois, par exemple, nous, on a une Tesla en LOA pour plein de raisons, mais en fait, c'est pas nous qui la payons, quoi. C'est notre IMO parce qu'en fait, on a de Tout à l'IMO fait, tout à qui fait. travaille et du cash flow En, qui tombe tous les mois en et en fait, fait, un, voilà, un elle nous coûte véhicule, 0, quoi. un véhicule, ça sera toujours un passif, ça sera toujours quelque chose Ouais. qui vous coûtera des ronds, mais il y a des moyens pour le rendre entre guillemets le plus indolore possible. Nous, effectivement, aujourd'hui, c'est un passif, mais qui est nécessaire s'il faut quand même bien qu'on bouge. Tu vois, on peut pas rester non plus chez nous sans véhicule ou avec l'ancienne calèche de Marie, mais Un malheureusement coup dur pour la petite l'année un enfant. petit peu vieux, on a dû le mettre au pré. Du coup, naturellement, c'est normal. Vous avez besoin de pouvoir vous déplacer. Maintenant, juste faut revoir vos critères à la baisse. En fait, encore une fois, c'est une logique de millionnaire. Quand vous voyez quelqu'un qui roule en Lamborghini, il y a de grandes chances qu'en fait, la Lamborghini, elle lui coûte moins de 10% de ses revenus juste parce que c'est un multimillionnaire et qu'en fait, il a des revenus qui sont largement supérieurs à ce que peuvent lui coûter ses véhicules et peut-être il en a plusieurs, mais dans tous les cas, même certains vont devenir des véhicules de collection qui vont prendre de la valeur. En tout cas, à un moment donné, on a une limite sur ce qu'on peut dépenser, en tout cas, ou comme argent là-dedans. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant d'être arrivé à ce stade-là, vraiment, il ne faut pas que ça devienne un trou dans votre budget, dans votre ressource mensuelle, le véhicule. Et il ne faut pas hésiter à rouler en fait avec des véhicules qui sont nuls, des véhicules qui sont plus anciens, plus kilométrés, qui sont pas les derniers sortis, qui sont pas neufs, que vous allez par exemple pouvoir payer cash. Vous mettez 6-7 000 euros dans un véhicule, vous avez des très bons véhicules aujourd'hui à 6-7 000 euros sur certaines voitures que, par exemple, qu'on reparlait tout à l'heure, qui peuvent être passées à l'éthanol, qui vont pas vous coûter très cher en entretien, qui sont fiables, etc. Alors que, effectivement, c'est plus sympa de rouler dans une voiture neuve. Je vais pas dire le contraire. Aujourd'hui, on roule dans une voiture neuve et c'est vrai que je me dis, ah putain, c'est cool quand même. Mais je regrette pas de l'avoir fait que maintenant parce que même si entre guillemets, on s'est fait un peu chier avec des véhicules nuls jusqu'à Ouais, maintenant, c'est des véhicules qui nous coûtaient peu cher et ça nous permettait justement de mettre nos moyens financiers dans notre immobilier, dans nos investissements et pas de se retrouver à perdre de l'argent ou pire, d'avoir justement un LOA ou un crédit conso que quand tu allais revoir le banquier sur tes premiers projets, ça pouvait éventuellement faire un frein pour lui pour pouvoir te prêter. D'un point de vue de tout ce qui est RP, souvent, tu sais, ça je le voyais pas mal aussi en compta, mais je pense que toi en banque tu le voyais aussi. C'est ceux qui en fait avaient leur RP et d'un coup, ça leur prenait de faire des pré-travaux pour Oui, pouvoir tout à fait. faire la piscine, ou je ne sais pas peut-être pas installer panneaux solaires, mais généralement c'était la piscine souvent, Ouais. le pré-travaux. Ça, vraiment, le pré-travaux, éviter parce que ça, c'est quelque chose où quand je me suis rendu compte en banque, parce que c'est vrai que le prêt-travaux, on peut penser que c'est comme un prêt immobilier classique, mais en réalité, les prêts-travaux, c'est souvent des prêts conso en soi que va vous faire la banque qui sont sans garantie, où elle va vous faire des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus élevés sur des durées plus courtes. Donc en fait, vous allez vite exploser votre endettement, vous retrouvez avec un financement qui vous coûte cher. Alors que oui, je suis d'accord avec vous, ma maison elle a besoin de travaux, je fais comment pour les financer? En réalité, des fois, posez-vous juste la question si ça vaut pas le coup de vendre la maison, d'aller en acheter une autre et tout simplement de Ah oui, mettre les travaux dans le prêt immobilier futur en fait. j'avais posé la question s'il y a par exemple quelqu'un qui veut investir, en fait, il se rend compte que sa RP, c'est quand même un trou dans son budget, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la vend? Est-ce Ah oui, que pour moi, c'est la RP, un trou, vaut mieux la vendre. Après, bon, à perte du coup? Enfin, c'est après, ça dépend comment elle a été achetée. On dit toujours dans l'immobilier, la bonne affaire se fait à l'achat. Et pour moi, la mauvaise affaire se fait à l'achat aussi. Donc, entre guillemets, si malheureusement elle est revendue à perte, c'est parce qu'elle a mal été achetée à la base. Mais bon, bref, là, on est sur un cas fictif. On n'a pas d'autres éléments pour l'étayer. Moi, le conseil que je donnerais, c'est sinon, si vraiment vous voulez être très malin et que votre RP, vous avez absolument besoin de faire des travaux, plutôt que faire un prêt conso, vous faites un investissement immobilier, vous prenez une grosse enveloppe travaux sûrement dans votre investissement immobilier et vous débloquez les factures de votre maison sur votre investissement immobilier. donc ça après pareil pour le LOA, est-ce que tu conseilles d'arrêter son LOA? Si par exemple tu sens que c'est tendu Oui, pour toi, oui, oui. d'arrêter son LOA, de rendre Ah oui, la oui. bagnole et d'acheter une nouvelle, Ah oui, d'acheter une merguez, une Fiat Panda, j'exagère. Mais ouais, une petite véhicule qui coûte pas cher, oui, oui, en fait, si votre véhicule c'est un trou, faites le calcul, comptez, même y compris si vous avez des déplacements, etc., pour aller au boulot, et ça rentre dedans. Comptez ce que votre véhicule vous coûte dans votre budget. Si ça fait plus de 10%, c'est qu'il y a un problème, il faut essayer de le réduire. Dernier peut-être conseil, sur sur la gestion du budget, et c'est quelque chose qu'on n'a pas assez fait, je trouve, avec Julien, avec un peu de recul maintenant. Faites-vous quand même un peu plaisir. Je sais que freiner un rythme de vie auquel on aspire, ou tu vois, le réduire, je sais que c'est difficile, d'ailleurs c'est le cas de nos amis. En fait, je vois bien ce qu'il m'expliquait un peu entre les lignes, c'est qu'en fait ça lui saoulait de De se serrer devoir la ceinture. ouais, de serrer la ceinture, et en fait, enfin, à juste titre, en fait, c'est chiant de se serrer la ceinture, de regarder la dépense. Faites-vous quand même plaisir, oui, parce qu'après
là aussi, il y a peut-être, on peut paraître un peu militaire là sur l'analyse du budget, etc. Pensez à vous faire plaisir. Prévoyez une sortie par semaine, un truc qui vous fait vraiment plaisir. Si la salle de sport, c'est une dépense plaisir, bah, faites-la. Honnêtement, je pense que c'est pas 100 € qui bougent qui changent quelque chose au niveau du budget. Mais voilà. Je dirais même que tu vois, il faut vraiment voir ça. C'est intéressant en parallèle. Il faut voir ça un peu comme un régime. Par exemple, quelqu'un qui voudrait perdre du poids parce que il mange n'importe quoi. Bah, des fois, les gens qui mangent n'importe quoi à la fin, ils ont même pas l'impression de se faire plaisir parce Oui, qu'en c'est fait, ça, ouais. ils mangent des calories un peu inutiles qui sont pas spécialement bonnes. Et souvent, bah, les personnes qui vont faire comme ça un rééquilibrage alimentaire, en fait, à la fin, ils se rendent compte que bah, aujourd'hui, ils mangent mieux et que quand ils prennent quelque chose qui est un peu calorique, je sais pas moi, une pâtisserie, une pizza, peu importe, ils vont la choisir avec d'autant plus d'envie de se dire c'est la seule de la semaine, donc je vais bien la choisir. Pour moi, les dépenses, je pense que ça peut être un peu pareil. Si des fois vous avez l'impression que votre argent il part un peu dans tous les sens, c'est peut-être que vous dépensez des choses sans avoir l'impression que ça vous fait plaisir, donc entre guillemets vous vous faites tirer par votre train de vie et vous avez même pas l'impression de vivre au-dessus de vos moyens, mais vous voyez que votre argent il s'en va comme dans un puits sans fond et que vous comprenez pas pourquoi. Et c'est vraiment de couper toutes vos dépenses, le maximum que vous pouvez, et là vous rechoisissez dans quoi vous souhaitez mettre vos dépenses. Vous allez voir que là C'est beaucoup plus vous allez satisfaisant moins déjà, dépenser, ouais. et comme tu dis, effectivement, ça va être beaucoup plus satisfaisant parce que là, pour le coup, vous allez mettre votre argent dans des choses qui sont importantes pour vous, qui vous font plaisir, et ça fera une différence qui sera positive dans les deux sens. C'est que d'un côté, vous dépenserez moins, et de l'autre, en fait, quand vous ferez des dépenses plaisir, elles vous feront vraiment plaisir. C'est ça. Est-ce que tu vois d'autres conseils, je lui ai donné? Non, je pense qu'on Je est pense qu'on plutôt pas a mal. fait le tour. Encore une fois, je pense que c'est plus indolore si on restreint le rythme de vie. Tu vois, par exemple, je me faisais un peu la réflexion pendant qu'on était en train de parler. Bah, en fait, même nous, si maintenant je considère qu'on a quand même des gros revenus, la vérité, c'est qu'on roule pas en Ferrari non plus, tu vois? Genre, on n'est pas, là à partir en vacances Non, tout mais le tu vois, faut temps. être encore une fois, c'est parce On que est c'est des logiques de bonne gestion. on vit en dessous, Ouais, mais même regarde, c'est des logiques de bonne gestion. Je t'avoue que j'ai même pas fait les calculs, mais je sais pas, moi, si une Ferrari, ça nous coûtait 100, si rouler en Ferrari, ça coûte 100 000 par an, bon, c'était le bah, mauvais exemple, mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on mette 10% de nos revenus dans la Ferrari. Bah, ça voudrait dire qu'il faut qu'on gagne 1 million par an. Aujourd'hui, on gagne pas 1 million par an, donc je vais pas mettre 100 000 balles par an dans une Ferrari. ça, j'y ai pensé aussi pendant le podcast. Tu te rappelles d'un Père riche, Père pauvre? C'est un livre d'ailleurs que je vous recommande. C'est peut-être un des seuls qu'on ait lu. Enfin, moi, un des seuls que j'ai lu en Développement personnel. ouais, pas, enfin, financière en tout cas, sur la vision de l'argent, etc. Bah, lui, il disait quand même que le minimum, c'est d'avoir 1 an de salaire à l'avance sur tes comptes avant de mettre en risque quoi que ce soit ou d'investir. Ça, t'en penses quoi? 1 an de salaire, ça me paraît beaucoup. Parce qu'à l'époque, quand je l'avais lu, j'étais encore en alternance et j'étais là, oh là, Pour, j'aurais jamais 1 an de salaire sur mes comptes. pour moi, ça va dépendre des cas. En fait, je pense que à terme, c'est bien d'avoir de l'épargne de côté. Maintenant, moi, ce qui me gêne, effectivement, tu avais raison. Je crois que dans le livre, il disait qu'il fallait les avoir avant de faire quoi que ce soit. Moi, je pense que t'as pas besoin d'autant pour Non, je commencer à pense pas non investir. plus, Moi, ouais. c'est l'impression que j'en ai parce que, en réalité, il faut bien distinguer ton objectif des moyens que tu vas mettre en face. Et entre guillemets, en fait, il faut toujours voir que avoir de l'argent de côté, c'est surtout face à un risque. Mais si aujourd'hui, tu as un quotidien qui a pas vraiment de risque financier parce que, bah, entre guillemets, t'as aucun risque sur ton activité pro parce que voilà, t'es salarié, que, entre guillemets, ça fait 20 ans que t'es dans la même boîte, etc. Oui, à terme, ça serait bien d'avoir au moins un minimum d'épargne, d'avoir 1 an de salaire de côté. Mais est-ce que t'es là en train de dire, OK, pour l'instant, je fais rien tant que j'ai pas au moins ça? Pour moi, non. Investis, et les 1 an de salaire de côté, ils arriveront naturellement au bout de 2-3 investissements. Ok. Bon, bah, on espère que cet épisode vous a plu. Pas plus de conseils, Jules? Non. Ok. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à nous rejoindre sur Instagram, La Flouserie. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur et on se dit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Ciao.